l'histoire des Juifs de France. Et oui, notre série revient pour un nouvel épisode ce matin et c'est toujours en compagnie de Christophe Dard. Pour ce nouveau numéro, nous allons évoquer un homme méconnu et qui pourtant est à l'origine de la déclaration Balfour. Vous le savez, cette lettre ouverte datée du 2 novembre 1917, signée par le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères Arthur Balfour et adressée à un certain Lionel Walter Rothschild, financier du mouvement sioniste. Dans ce document, le Royaume-Uni se déclare en faveur de l'établissement en Palestine mandataire d'un foyer national pour le peuple juif, les prémices de la fondation de l'État d'Israël. Mais si l'on connaît les principaux initiateurs de ce texte, on oublie l'importance d'un Français, un Français qui a œuvré pour permettre le rapprochement de deux des négociateurs de la déclaration Balfour. C'est un Français du nom de Charles Dreyfus. Et on peut dire que sans lui, cette lettre n'aurait peut-être jamais existé et que l'État d'Israël n'aurait peut-être pas pu naître. Alors qui est Charles Dreyfus ? C'est notre portrait du jour, Christophe, et c'est en Alsace qu'il naît en 1848. Même s'il s'appelle Dreyfus et qu'il est né lui aussi en Alsace, il n'est qu'un cousin éloigné d'Alfred Dreyfus, le futur célèbre capitaine. Notre Dreyfus, Charles Dreyfus, est né en 1848 dans la banlieue de Mulhouse, à Rixheim. Mulhouse, c'est l'un des berceaux de la communauté juive alsacienne, même si en cette année 1848, en raison notamment de la crise économique et de la révolution qui se déclenche, la révolution de 1848, de violentes émeutes antisémites se déroulent dans le Sungo, c'est près de Mulhouse. Charles Dreyfus devient élève dans une école de chimie et il reçoit dans la foulée le titre de docteur en chimie de l'université de Strasbourg. Dreyfus travaille dans une grande fabrique de teinture à Mulhouse et selon la légende, il aurait trouvé une teinture de bleu répondant précisément au désir de l'impératrice Eugénie, l'épouse de l'empereur Napoléon III, mais cette découverte aurait suscité la jalousie de ses collègues. Charles Dreyfus quitte alors la France pour l'Angleterre. C'est là qu'il arrive à l'âge de 21 ans en 1869 et il va créer à Manchester, dans le nord de l'Angleterre, c'est vraiment l'une des cités phares, l'un des berceaux de ce que l'on appelle la révolution industrielle, une entreprise textile, la compagnie Clayton Anilin, qui fournit des tissus pour des voitures à une époque où avoir un véhicule était un véritable luxe. Il a alors près de 30 ans. Et la société va très rapidement bien fonctionner et fournir des tissus de la moitié des véhicules qui circulent en Angleterre en quelques années. Malgré ses difficultés à bien parler anglais, Charles Dreyfus devient une personnalité de la ville. Il est à la fois membre du conseil municipal et il est également très investi car c'est un homme généreux dans les œuvres charitables. Alors parallèlement, Dreyfus est un sioniste convaincu. Il devient l'un des dirigeants de la Fédération sioniste du Royaume-Uni. Il préside le mouvement sioniste de Manchester. Il participe à tous les congrès sionistes de Bâle depuis le premier en 1897. Et en 1903, lors du 6e congrès, Theodor Herzl propose à la demande du gouvernement britannique le projet Ouganda, projet controversé qui consiste à créer un foyer juif en Afrique australe. Dreyfus y est favorable, mais sa position est loin d'être partagée. Il faut savoir qu'à ce moment-là, une très forte minorité, notamment au sein des sionistes russes, s'oppose à ce projet. Herzl, d'ailleurs, qui évite de peu, de justesse, la scission. Finalement, une commission d'enquête est chargée d'examiner la faisabilité du projet. Parmi les personnes opposées au projet Ouganda, un jeune professeur de chimie né dans un shtetl de Biélorussie en 1874 et qui a fui les pogroms et les restrictions de la zone de résidence, notamment l'interdiction de pouvoir effectuer des études supérieures. Il est totalement inconnu à cette époque, il s'appelle Chaim Weizmann. Et Chaim Weizmann, s'est très tôt investi dans la défense du peuple juif. Il est arrivé à Berlin dans les années 1890, alors qu'il a une vingtaine d'années. Il préside l'association des étudiants juifs russes à l'université d'Ilavi, mais il ne s'inscrit pas dans la démarche de Theodor Herzl. Il est plutôt dans le registre de ce qu'on va appeler le sionisme culturel, dont le leader est Harad Ham, qui est le leader des Amants de Sion, un mouvement juif dont le but c'est le renouveau du peuple d'Israël par le retour vers Sion et la reconstruction de la patrie. Alors pour lui, la question de la survie même du judaïsme est plus importante que le sort des juifs dans le monde. Weizmann hérite ainsi de cette volonté d'accorder une importance à la culture, à la science et à la qualité de l'éducation comme essentielle pour permettre la pérennité d'un État juif. Et Charles Dreyfus, justement, le rencontre brièvement lors du 6e congrès sioniste de Bâle dont on vient de parler. Et ils sont mis en contact par un imprimeur, un poète juif, Joseph Massel, qui milite. C'est un militant sioniste à Manchester, donc ville où Dreyfus est depuis plusieurs années un notable respecté. Weizmann va d'abord solliciter dans un premier temps Dreyfus au sujet de son épouse, qui a été embauchée en tant que médecin à l'hôpital juif de la cité mancunienne, structure dans laquelle Dreyfus est impliqué. Et en 1904, celui qui est l'un des hommes, on peut le dire, les plus riches du Royaume-Uni, donc en l'occurrence Charles Dreyfus, embauche Weizmann dans son entreprise à mi-temps, car le reste du temps, le jeune chimiste travaille à la faculté. Dreyfus se
lie d'amitié avec Chaim Weizmann, ils évoquent bien sûr le combat sioniste. Dreyfus essaye de convaincre le futur premier président de l'État d'Israël du bien fondé du projet Ouganda. Et c'est là que Dreyfus va faire se rencontrer Weizmann et Arthur Balfour, l'un des principaux hommes d'État britanniques du début du XXe siècle, député, chef du parti conservateur. Cet homme, on peut le dire iconoclaste, à contre-courant, a été Premier ministre de 1902 à 1905. Et donc vous l'imaginez bien, même si les deux hommes ont 26 ans d'écart et pas du tout le même cursus, Dreyfus sent que ça va marcher entre eux, car en fait, il faut le dire notamment, ils partagent les mêmes opinions conservatrices. Weizmann et Balfour se rencontrent en 1906, alors que Balfour, devenu chef de l'opposition, se bat pour conserver son siège de député à Manchester. Et effectivement, comme le sentait Dreyfus, tout se passe bien. La conversation entre les deux hommes, qui devait être brève, dura plus d'1 heure. Une rencontre cordiale, même si Weizmann et Balfour ne partagent pas la même position. Weizmann déclare notamment à son interlocuteur: « Nous avions Jérusalem à une époque où Londres n'était qu'un marécage. Vous ne rencontrez pas la bonne sorte de juifs. » Imaginez quand même qu'il dit ça à quelqu'un qui a été Premier ministre. Les deux hommes, finalement, deviennent amis. Au début de la Première Guerre mondiale, Weizmann réunit autour de lui des personnalités qui partagent tous l'idéal sioniste et venus d'horizons divers. Et Weizmann peut financer son projet, car comme il est un brillant chimiste et qui a déposé des dizaines de brevets, il peut mettre de l'argent de côté, d'autant qu'il compte parmi ses intimes de puissants financiers et industriels. Et oui, un projet donc financé par Weizmann, mais donc beaucoup aidé bien sûr par Dreyfus pendant plusieurs années. De son côté, en 1915, Balfour, on est donc bien sûr toujours en pleine guerre, est nommé Premier Lord de l'Amirauté dans un gouvernement de coalition, et 1 an plus tard, il devient secrétaire au ministère des Affaires étrangères. Chaim Weizmann se rapproche de Lord Lionel Walter Rothschild, un des héritiers de la prestigieuse famille de banquiers, petit-fils de Lionel Nathan Rothschild, qui fut dans la seconde moitié du 19e siècle le premier juif non converti à entrer à la Chambre des Lords. Lionel Walter Rothschild, qui a été lui-même député, est également un ardent défenseur du sionisme. Et il accepte de participer en février 1917 à une grande réunion au domicile du grand rabbin de Londres, au cours de laquelle Weizmann et ses principaux soutiens sont bien sûr présents. Et donc, on l'a bien compris, l'objectif de Weizmann, c'est réaliser le projet de Theodor Herzl, mais passer de la théorie à la pratique, à la réalité. Alors du coup, Weizmann et Balfour se voient encore plus souvent. Rothschild est en quelque sorte, vous le voyez, l'intermédiaire dans cette histoire. Et Weizmann est bientôt élu président de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne. Lorsque Balfour signe le 2 novembre 1917 la déclaration qui engage le gouvernement britannique à s'engager à garantir un foyer national juif en Palestine mandataire, Rothschild le remercie. Il écrit: « J'écris pour vous remercier très sincèrement pour votre lettre et pour le grand intérêt que vous avez montré pour les vœux de la grande masse du peuple juif et aussi pour vos efforts et la peine que vous vous êtes donnés en leur faveur. Je peux vous assurer que la gratitude de 10 millions de personnes vous sera acquise, car le gouvernement britannique a ouvert par son message une perspective de sécurité et de confort à une grande masse de gens qui en ont besoin. » On peut donc dire que finalement c'est bien Dreyfus qui a lancé le projet d'État d'Israël en permettant la rencontre entre Balfour et Weizmann, mais tandis que Weizmann, président de l'exécutif sioniste mondial, et Balfour, secrétaire au ministère des Affaires étrangères, deviennent très célèbres, Charles Dreyfus, lui, est beaucoup plus discret. Et oui, c'est lui qui a tiré les ficelles et pourtant, fidèle à sa nature, il se montre effectivement très discret. En 1933, Charles Dreyfus, qui revient en France, on pourrait dire enfin après toutes ces années anglaises, il s'installe sur la Côte d'Azur et il meurt 2 ans plus tard à l'âge de 87 ans, comme Balfour, mort quelques années plus tôt en 1930. Il ne verra pas la création de l'État d'Israël en 1948 avec comme premier président justement Chaim Weizmann. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce portrait passionnant de Charles Dreyfus, et on peut remercier l'historien Philippe Boucara, spécialiste du judaïsme contemporain, car c'est grâce à ses recherches, notamment Christophe, que vous avez pu nous proposer ce récit.